Bienvenue dans la saison 2 d'Akiba Plat, le podcast local à l'accent chantant pour cultiver le bien-être et la joie de vivre au quotidien. Je suis Audrey Boyer, sa fondatrice et actuellement en dernière année de formation de naturopathie. Ici, retrouvez des interviews avec des professionnels des métiers du bien-être, des hors-séries comme le projet de Vive Voix où je suis allée à la rencontre de personnes âgées ou encore des épisodes en solo. Pour soutenir le podcast, vous pouvez le partager autour de vous, mettre 5 étoiles ou un pouce sur les plateformes d'écoute ou bien encore faire un don sur la cagnotte Litchi. Tout soutien à cette aventure est le bienvenu. Et maintenant, place à votre nouvel épisode. Ah, les vacances. Pour certains, elles riment avec farniente. Pour d'autres, avec activités sportives et culturelles. N'est-il pas possible de conjuguer les deux ? C'est la promesse de mon invité du jour. Aude Labadi est prof de yoga et guide conférencière à Carcassonne. Au printemps et pendant l'été, elle vous emmène avec elle découvrir les secrets de la région et profiter d'une sieste occitane à l'ombre des oliviers. Je vous présente le merveilleux concept des visites zen. Bonjour Aude. Bonjour. Je suis ravie de te recevoir dans Akiba Plat podcast. Alors, tu es prof de yoga, guide conférencière et tu as allié les deux en proposant des visites zen. On reviendra évidemment plus tard sur ce concept, mais avant ça, est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours ? On en avait discuté hors antenne et moi, personnellement, je le trouve passionnant. Alors, voilà, j'ai l'impression que tu as vécu tellement de vies différentes, donc je te laisse la parole pour nous expliquer un petit peu ton parcours. Alors oui, mon parcours, c'est plusieurs vies en une, oui, c'est moi aussi cette sensation que j'ai. Alors le début de ma vie est assez classique, on va dire. Je suis née à Carcassonne, j'ai grandi dans le Minervois. Je suis d'une famille super audoise, donc les 4 grands-parents de 4 coins de l'Aude. Viticulteurs, plusieurs générations, on parle de 6-7 générations, donc les racines sont bien marquées. Et ça a fait que dès mon adolescence, j'ai commencé à lire, à me passionner pour le catharisme, par exemple, la croisade contre les albigeois. J'ai commencé à vouloir absolument prendre des cours d'occitan. Donc, du collège au lycée, j'ai eu des cours d'occitan. J'ai passé l'occitan au bac, etc. Donc, voilà. Ça, c'était assez clair, ces racines-là. Et quand il a fallu que je choisisse mon parcours, mon orientation professionnelle, forcément ça a été le patrimoine qui est venu en tête, parce que j'aimais beaucoup l'histoire et le tourisme aussi parce que j'aimais les langues et donc allier les deux, ça fait faire des études de patrimoine et tourisme. Donc voilà comment est née ma vocation de manière assez classique. J'ai fait des études en patrimoine et tourisme. Je suis partie 1 an en Erasmus en Espagne, puis j'ai vécu en Espagne aussi. Ensuite, la fin d'un contrat de travail, et là, ma deuxième vie va commencer, puisque j'ai eu l'appel de l'aventure, disons, on va dire comme ça. C'est un moment, fin d'un contrat de travail, j'avais des amis au Brésil, des amis brésiliens que j'avais rencontrés quand j'habitais en Espagne, qui m'ont invitée et j'ai décidé de partir avec mon sac à dos en Amérique du Sud. Au départ, le voyage, c'était 3 mois. Donc, je voulais aller au Brésil, en Argentine, au Chili. Puis le voyage a duré 5 mois, même un peu plus, je crois. Et ça a vraiment été un gros bouleversement, un gros changement intérieur, pour plein de raisons. Mais la raison la plus marquée, c'est que je me suis fait des copines, en fait, en Argentine surtout. Et là, j'ai décidé, ce truc un peu fou, de m'installer en Argentine avec mon petit sac à dos. Je suis repartie en France quelques mois avec mon sac à dos et je suis revenue avec une grosse valise. Et ces copines argentines, c'était des copines que j'avais rencontrées en voyage, mais qui sont devenues des copines, des meilleures copines de ma vie en général, on peut dire. Et elles m'ont hébergée, elles m'ont aidée à m'installer. Et ensuite, j'ai trouvé du boulot dans le tourisme. Et voilà comment je me suis installée à Buenos Aires. Donc, tout s'est bien enchaîné en fait. Voilà, exactement. Ouais. C'était un peu un petit
coup de poker, mais bon, tout s'est enchaîné comme ça. Donc là, à Buenos Aires, j'ai travaillé dans une agence de voyage pour francophones, forcément, pour des Français. Et j'ai commencé à voir le rythme, métro, boulot, dodo, le monde de l'entreprise. Travaillais beaucoup, je faisais le travail à peu près de 2 personnes. Et ça a commencé à perdre du sens, disons, cette activité. Et j'avais envie d'autre chose, de donner du sens, en fait. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est une fois où j'ai accompagné un directeur d'une agence de voyage française. Il était venu juste pour 3 jours pour faire du repérage pour un groupe qui allait passer 3 jours à Buenos Aires, 3 jours à Rio. Enfin, c'était et qui faisait un voyage de luxe. Alors il pinaillait, je l'avais accompagné visiter des hôtels. Il pinaillait sur la largeur du lit. Enfin, ça me semblait absolument absurde. Et je me suis dit non, il faut vraiment que je trouve un peu plus de sens à ce que je fais. Et j'ai décidé de devenir prof de yoga. Alors ça, c'est pas quelque chose qui est sorti du chapeau comme ça. Je pratiquais le yoga depuis au moins 10 ans, oui, depuis presque 10 ans à ce moment-là. Et donc, bien évidemment, je pratiquais le yoga en Argentine et une séance de relaxation, en plein cours de yoga que je suivais. Je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux, ce bien-être, cette sensation de relâchement de tension, d'apaisement mental, c'est ça que j'ai envie de transmettre. Ça aurait du sens, en fait. Ça me semblait un peu flou comme idée. Tout s'est aligné, en fait. C'est toujours pareil, un petit coup de risque, mais tout s'est aligné. Parce que à Buenos Aires, c'est une des rares villes dans le monde, apparemment, un des rares endroits où une université fait un diplôme de yoga. Je me suis inscrite à l'université pour obtenir un diplôme de yoga. Donc ça a réglé les problèmes administratifs que j'avais. J'avais besoin d'un statut universitaire. J'ai démissionné de mon travail en agence et du coup, je me suis consacrée au yoga. J'ai fait 3 ans d'études de yoga. Et parallèlement, j'ai travaillé en tant que guide. Donc l'été, je travaillais en tant que guide et le reste de l'année, j'étais prof de yoga. Donc voilà un peu ce parcours. Et la dernière vie, disons, maintenant, ça a été le retour aux sources, puisque après 6 ans passés en Argentine, j'ai décidé de rentrer en France. Je suis revenue dans mon village natal. Donc après le décès de ma grand-mère, je suis revenue, alors c'est un retour aux sources total, puisque je suis revenue vivre dans la maison qui a appartenu à ma grand-mère et à la famille depuis 100 ans presque. Voilà, la boucle est bouclée. Merci beaucoup pour ce partage et pour ce parcours qui a été très riche. Et moi, j'avais une question, je me demandais qu'est-ce qui te passionnait dans le métier de guide conférencière pour se concentrer pour l'instant uniquement sur cette partie-là. Oui. Alors, être guide, c'est être passeur un peu. Il y a cette question de transmission. Et il y a toute la question, tout l'aspect préalable à une visite guidée qui va être la recherche, les lectures. Ça, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup. Et le métier de guide conférencier n'est pas forcément très connu, mais j'ai passé j'ai obtenu la carte professionnelle de guide conférencier après mes études, qui est donnée par le ministère de la Culture. Et donc, cette carte professionnelle atteste d'une certaine qualité de visite, dans le sens où moi, en tant que guide conférencière, je suis capable d'aller lire des textes scientifiques, archéologiques, un peu ardus, disons, académiques. Et mon travail consiste à les transmettre au public d'une autre manière, d'une manière beaucoup plus accessible, beaucoup plus vivante. Donc ça, c'est un aspect de mon travail que j'adore. Ce côté recherche, lecture, parce que c'est infini en fait. Oui, puis tu disais aussi que depuis petite, en fait, tu te passionnes pour ça et tu aimes aller lire et tout ça. Oui, exactement. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez naturel. Et puis après, il y a le côté humain, bien sûr. Donc
Moi, je considère qu'une visite guidée, c'est pas transmettre que des dates ou des choses très, très académiques, hein, mais il y a la rencontre et transmettre aussi la beauté d'un pays, d'une terre. Moi, j'ai toujours été guide dans des endroits où j'ai vécu. Bon, bien sûr, à Carcassonne, j'ai un lien un peu plus particulier, mais quand j'étais guide à Buenos Aires, en Argentine, c'était un endroit où je vivais, alors que c'était pas mon pays, mais justement, je faisais des visites à des Français. Donc, j'ai toujours aimé transmettre, je sais pas, ce qui fait le petit plus, qui fait que moi j'appelle l'esprit tellurique, justement, l'esprit de la terre. Donc, ça va être l'ambiance, la vie des gens, la langue, les traditions et la mémoire. Des choses qui ne sont pas forcément dans les livres d'histoire, en fait. Oui, c'est ça, qui fait vraiment que ça rend aussi la transmission vivante, quoi. Oui, exactement. Ouais. Exactement. C'est pas que du passé, quoi. On parle Voilà. du présent. Exactement. Donc, et je trouve ça super intéressant, justement, de pouvoir s'imaginer comment les gens vivaient, tout ça, parce qu'il y a les grands événements, mais c'est vrai que la petite histoire, entre guillemets, est des fois même plus intéressante, en fait, que la grande, quoi. Oui, parce que ça nous parle. Et puis, quelques générations en arrière, finalement, nos grands-parents ont vécu ça. Il y a peut-être des résonances avec une histoire familiale quand je parle d'une certaine période de l'histoire. Mais le Moyen-Âge, ça nous semble loin. Mais ça a aussi des résonances dans le présent. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien montrer, par exemple. Tu vois, dans une visite où je parle du catharisme, de la croisade contre les Albigeois, c'est pas anecdotique dans notre manière à nous, à ce que les propres habitants du sud de la France perçoivent le monde. Perçoivent. La croisade contre les Albigeois, c'est le moment où le sud de la France a été rattaché au royaume de France. Et donc c'est quelque chose un peu traumatique, on pourrait dire, mais que finalement les gens du sud de la France résument souvent « oui, c'est les gens du nord qui ont envahi », mais ça n'est qu'une interprétation un peu qui n'est pas du tout historique, hein, disons, dans le sens où ça n'est pas du tout objectif, mais c'est intéressant de parler de ça. Moi, je parle de ça, par exemple, aussi. Comment c'est perçu, cette période de l'histoire, aujourd'hui, et quel sens ça a. Et ça, c'est quelque chose que vous n'allez pas trouver forcément dans un livre, mais que ça m'intéresse, justement, de transmettre. Ouais, donc au niveau peut-être de l'inconscient collectif, en fait, il y a cette invasion ou ce rattachement. Ou du moins, peut-être cet épisode a été repris dans certains moments historiques. Où c'est pas un hasard aussi que en 1907, la révolte des vignerons, révolte nationale, on écrivait en occitan. Et on reprend, quand il y a besoin de revendiquer quelque chose, on se rapporte à certains moments du passé qui sont pas anodins, en fait. Pourquoi on se rapporte à ça? Ça veut pas dire prendre parti. Moi, j'aime bien ne pas prendre parti, justement expliquer objectivement, mais faire la part des choses et voilà. Mais je me souviens d'une fois d'avoir eu des gens dans une visite, des gens de Normandie et des gens de par ici, je sais plus, et je parlais de la croisade. Et les dames qui étaient d'ici, elles étaient devenues un peu vindicatives tout d'un coup dans l'interprétation. Oui, les gens du Nord et les pauvres Normands, je me souviens, ils comprenaient rien du tout. Et c'est là que je me suis rendu compte, c'est important d'expliquer ça. Donc, là, j'avais un peu calmé le jeu, il n'y a pas eu de bataille entre... Ils n'en sont pas venus au mec, mais les Normands qui étaient déjà... ils connaissaient pas cette histoire, ils ont compris en le remettant dans le contexte, et ils ont trouvé ça intéressant et peut-être tout aussi plus intéressant que le fait historique lui-même. Oui, parce que là, l'histoire était presque en train de se faire. Voilà, exactement. De se rejouer, les enjeux étaient toujours là. Et c'est vrai que cette anecdote, c'était intéressant, je me souviens, ce moment-là. Là, on voit vraiment le pouvoir de l'histoire aussi. Oui, exactement. Ouais. C'est pas neutre. Donc ça, c'est pour ton premier métier. Voilà, exactement. Mais comme tu nous l'as dit dans ton parcours, tu es aussi prof de yoga. Oui. Et là, au printemps et en été, tu proposes des visites zen aux alentours de Carcassonne. Alors, est-ce que tu peux nous dire
ce que c'est et aussi comment tu as eu l'idée de créer ce concept innovant. Oui, alors je ne suis pas devenue prof de yoga en ayant l'intention de créer des visites zen. Les visites zen se sont créées au fur et à mesure de mon parcours. Mais c'est parti de cette idée dont je vous parlais avant, que ce que moi j'aime transmettre, c'est l'esprit tellurique, donc l'esprit de la Terre. Ça, pour les gens qui nous écoutent, en fait, c'est le nom que tu as choisi, voilà. Pour ton entreprise. Ouais, voilà. Exactement. Les visites zen, c'est les visites zen d'esprit tellurique. Donc, cet esprit tellurique, c'est, comme je disais, l'ambiance d'un lieu, la mémoire, la langue. Et finalement, dans les visites culturelles guidées classiques, on ne parle qu'à l'intellect des personnes. Et donc, le yoga vient ici pour... la visite zen, c'est de parler à l'intellect et aussi à l'émotionnel. Donc, ça semble peut-être un peu obscur, mais concrètement, ça veut dire quoi? Une visite zen, c'est une visite culturelle guidée où on découvre un aspect souvent méconnu et un peu oublié de l'histoire. Ça, je vais peut-être le détailler un peu plus tard. Donc, visite culturelle guidée et à la fin, une séance de relaxation que moi j'ai appelée, cette séance de relaxation, je l'appelle la siesta occitane. Ça n'est pas une séance de relaxation comme les autres, puisque là, l'idée, donc, c'est d'être... La séance de relaxation, c'est en pleine nature et je lis des textes et des poèmes en occitan. Donc, voilà, l'esprit tellurique, cette idée de la mémoire du lieu. Donc, j'ai 3 parcours de visite. Je fais des visites zen à Carcassonne, à Loro Minervois et à Minerve. Et je peux peut-être un peu détailler ce qu'on découvre. Donc, à Carcassonne, on va découvrir un aspect assez méconnu de l'histoire de la ville de Carcassonne. La visite culturelle ne se fait pas dans la cité, mais au pied de la cité, dans le quartier de la Trivale, qui est un quartier assez pittoresque, mais qui est surtout le quartier où vivaient les tisserands de Carcassonne. Parce qu'on ne le sait pas, mais Carcassonne a 6 siècles d'histoire du tissage de la laine. Et pas de manière anecdotique. Carcassonne, au XVIIIe siècle, XVIIe et XVIIIe siècle, ça a été l'apogée du drap de laine, donc le tissage du drap de laine, qui a été exporté, le drap de laine de Carcassonne était exporté jusqu'en Orient, donc jusqu'à l'actuelle Turquie, disons. Donc une aura internationale. Donc c'est quelque chose qui n'est pas très connu, et le quartier de la Trivale, qui est assez pittoresque, garde cette mémoire. Donc notre visite se fait là, et ensuite la sieste occitane se fait dans l'île de la cité, au bord de l'Aude, donc dans un poumon vert en pleine ville, et dans un contexte de nature, en fait, qui est un peu surprenant, alors qu'on est en plein Carcassonne. Donc ça, c'est la visite zen de Carcassonne. Donc les tisserands oubliés de la Trivale de Carcassonne. Et combien de temps dure la visite avec la sieste occitane? À peu près, la visite zen dure à peu près 1h30, 2 heures. Donc à peu près une demi-heure de relaxation et 1 heure à 1h30 de visite, en fonction du bavarde que je peux être. Voilà, donc en fonction des lieux aussi. Donc ça, c'est à Carcassonne. À Loro Minervois, je fais cette visite zen sur le sentier des capitelles. Alors, je ne sais pas si tout le monde sait ce que sont les capitelles. Je pense que je peux expliquer. Les capitelles, justement, ce sont des cabanes en pierre sèche, donc on retrouve partout dans le Minervois, mais aussi dans la région, et qui aussi sont les vestiges de quelque chose qu'on a complètement oublié, qui est l'élevage du mouton, en fait, qui est, vous le remarquerez, un peu lié au tissage de la laine. Ouais. Encore que, si on était plus précis, ce ne serait pas exactement ça, mais il y a un lien, effectivement, entre l'élevage de moutons et
Ce qu'il y a, c'est que le Minervois, par exemple, est surtout connu pour la viticulture, le vin, etc. Mais pendant très longtemps, le vin n'était la viticulture était qu'une partie, en fait, de l'économie du Minervois, et le mouton avait une place importante. Donc, cette mémoire des bergers, ben, on va la retrouver dans ce sentier des capitaines, parce qu'alors il y a vraiment un parcours qui a été aménagé, mais une colline, le Pêche-Majou, où c'est vraiment des terrasses et des petites cabanes qui ont été vraiment aménagées dans tout un ensemble, on va dire, adapté pour l'élevage. Ça, c'est ce qu'on voit à Lorre, Minervois. Et mon troisième parcours de visite à Minerve, où là, on découvre alors, forcément l'histoire du catharisme et l'histoire de la croisade qui est très présente. Mais Minerve aussi, c'est un lieu naturel assez exceptionnel. Et donc, en plus de le parcours dans le village, qui fait partie de la visite guidée, on va ensuite traverser les ponts naturels. Alors, je ne sais pas si tu connais les ponts naturels. Ouais. C'est plus des tunnels que des ponts, en fait. Mais on traverse au deuxième pont naturel. Il y a 2 ponts naturels. Souvent, on va dans le premier, mais on ne va pas après le second pont naturel, où là, on est sur une petite plage naturelle. C'est magnifique, hein. La rivière étant asséchée. La cesse est asséchée et on fait la séance de relaxation sous cette falaise dans un endroit très très particulier au niveau naturel, au niveau ambiance en fait. Au niveau des énergies de chaque lieu. Quoi. Oui, voilà, mais énergie pas forcément dans ce mot qui peut être un peu mal utilisé et un peu qui peut sembler un peu fou, mais plus moi je parle plus de la perception en fait, dans quel état ça nous met, de ne plus acquérir une connaissance par l'intellect, mais c'est vraiment de le sentir dans le corps en fait. Par les sensations. Par les sensations, ouais. Exactement. Donc c'est ça l'idée de la relaxation, de la sieste occitane. Et la langue occitane qui est là aussi, que je tenais absolument à la rendre présente pour la séance de relaxation, pour la sieste. C'est pour ça que je l'ai appelée la sieste occitane, parce que je pense aussi que ça fait partie du lieu en fait. Et même si les gens ne comprennent pas l'occitan, il y a une musique, quelque chose qui est propre à la langue et qui parle aussi de l'environnement dans lequel on est. Chaque langue, c'est un regard particulier sur un territoire donné. Ouais. Et donc il y a des choses qu'en occitan, que l'occitan exprime ou qui exprime un autre point de vue qui est intéressant et qui n'est pas à perdre justement et qui parle du territoire où on est. Oui, j'allais te poser la question. Est-ce que toi, tu as peur que l'occitan se perde en fait ? Oui. Enfin, je trouve dommage qu'il y ait plus que l'occitan ne se parle plus spontanément. Comme pouvaient faire les personnes dans le village. Moi, j'ai connu des gens comme mon grand-père qui parlaient de manière très spontanée, mais il y a eu une cassure qui s'est faite au niveau de la transmission parce que moi, je l'ai appris à l'école en fait, et donc j'ai jamais réussi beaucoup j'ai jamais réussi à parler avec mon grand-père, par exemple, parce que lui disait non, mais toi tu parles l'occitan c'est l'école. Moi tu parles l'occitan de l'école. Il avait l'impression de pas savoir, donc j'ai jamais réussi vraiment à avoir de vraies conversations en occitan. Par contre, donc, c'est dommage qu'il y ait eu cette cassure. Par contre, de l'autre côté, l'occitan est toujours vivant, les calendrettes, ça n'est pas quelque chose de très, comment on pourrait dire, ça reste, c'est assez minoritaire, mais il y a une vraie dynamique occitane, la musique, les calendrettes, et c'est pas forcément des gens d'ici qui ont leurs enfants dans les calendrettes, donc ça, je trouve ça super. Mais
ça a perdu ce côté plus peut-être spontané. Voilà. Ouais. Et c'est pour ça d'ailleurs j'ai choisi d'appeler ce podcast Akiba Plat parce que je trouvais que c'était important, en restant dans la région Occitanie, justement, de remettre un peu l'occitan à sa... Voilà, de redonner... Ah oui, moi je trouve que ce nom, c'est impeccable. C'est vraiment... Ça dit tout en plus, parce que ça parle de l'Occitanie et du bien-être. C'est ça. Et ouais, c'est vrai. C'est pour ça qu'en plus, je trouve que, voilà, être interviewé pour Akiba Plat, moi, ça me va bien aussi. Je trouve que c'est cohérent, voilà, c'est cohérent. En tout cas, merci pour la présentation des visites zen. Ça donne vraiment envie. Moi, j'ai vraiment envie de tester, découvrir avec toi le patrimoine et en même temps, pouvoir appréhender le lieu d'une autre façon. D'une autre dimension, exactement. Ouais, ça donne vraiment envie. Et alors, je me disais, est-ce que tu aurais une autre anecdote, parce que moi j'adore les anecdotes historiques, est-ce que tu aurais une autre anecdote à nous partager? Alors je sais pas, sur la région du Carcassonnet, de l'Aude, du Minervois, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient spontanément et pareil qu'on ne trouve pas forcément dans les livres, mais qui te semble qu'est-ce qu'on ne trouverait pas dans les livres ou qu'on trouve dans les livres d'ailleurs. Mais oui. Oui, ou dans certains livres plus... Non, moi, vraiment, ma découverte, ça a vraiment été tout ce patrimoine autour du drap de laine, parce qu'on le trouve à la Trivale et on le trouve aussi à la Bastide. Donc à la Bastide, donc dans le cœur de ville. Dans le cœur de ville, voilà, autour de la place Carnot. Alors, une petite anecdote qui peut être intéressante, c'est que, par exemple, deux endroits dans la Bastide, dans le cœur de ville. On a la place Carnot avec cette fontaine, la fontaine qui vraiment fait partie de notre vie de Carcassonnet. Cette fontaine, elle date du XVIIIe siècle, qui est l'apogée du drap de laine. Elle a été financée en partie par l'argent de la laine et du négoce de la laine. À Carcassonne vivaient des marchands fabricants, on appelait ça comme ça, les marchands fabricants, des personnes qui se chargeaient de la création et aussi de la commercialisation de ces draps. Et donc, l'élite de Carcassonne, ceux qui avaient les moyens, qui ont pu payer cette fontaine, qui est en marbre de Carrare, qui a coûté extrêmement cher, ce sont des gens qui ont fait fortune grâce au drap de laine. Et un autre endroit qui est intéressant, qui date aussi de cette même période, c'est le portail des Jacobins. Alors, je pense que tout le monde situe un peu le portail des Jacobins à l'entrée de la rue piétonne. Donc, le portail des Jacobins, c'est une ancienne porte de la ville. Au XVIIIe siècle, c'est à ce moment-là aussi, on fait de grands travaux dans Carcassonne et on détruit les remparts, parce que la Bastide aussi avait des remparts. Et on décide de faire des portes monumentales, comme c'est le cas du portail des Jacobins, pour chaque porte de la ville. Mais, on a eu le budget pour une porte, et tout le budget qui était prévu est allé dans le portail des Jacobins. Et on n'a pas réussi à... Il y a eu, je sais pas, des petits... des petits imprévus. Le budget prévu pour les 4 portes, mais il s'est remis dans les portails des Jacobins. Il a été mis dans le portail des Jacobins. Donc ça veut dire, c'est pas qu'il y avait d'autres portes type portail des Jacobins à Villebasse, à la Bastide, c'est juste que c'est la seule. Il n'y en a jamais eu d'autres qui ont été créées. Donc, oui, voilà. C'est vrai qu'on peut se poser la question quand on voit d'autres villes en fait qui sont construites un peu sur le même modèle. C'est vrai qu'il y a plusieurs entrées, quoi. Oui. Mais il y en avait effectivement plusieurs entrées, mais ils n'ont pas eu les moyens de faire les portes monumentales, juste pour une. Merci pour cette anecdote. Je pense que pas beaucoup de personnes sont au courant, donc c'est super chouette. Alors, on arrive à la fin déjà de cet épisode. Est-ce que tu pourrais nous dire comment faire pour te contacter pour des personnes qui ont envie de faire des visites zen ou autres avec toi, ou des cours de yoga, parce que je crois aussi que tu donnes des cours de yoga. Oui, je donne des cours de yoga dans le Minervois et à Carcassonne, à Montlogun. Mais vous pouvez me contacter par téléphone ou par mail et vous allez trouver toutes mes coordonnées sur mon site internet www.espritellurique.com, ou vous pouvez me suivre sur Facebook et sur Instagram aussi, et mes réseaux sociaux.
à Esprit Tellurica. Merci beaucoup, Aude. Est-ce que tu as un dernier mot en occitan peut-être pour clore cet épisode? Mais adisiat. Abelleu. Merci. C'était Akiba Plat, le podcast local à l'accent chantant pour cultiver le bien-être et la joie de vivre au quotidien. Pour retrouver toutes les actualités et connaître le nom des prochains invités en avant-première, abonnez-vous à la page dédiée sur Facebook et Instagram. Prenez soin de vous.